Alors, nous avons notre dernier grand témoin qui va nous accompagner lors de cette séquence de vidéos. Grand témoin dans le champ des PA tout à l'heure, Jean-Philippe Vinquant. Grand témoin dans le champ des personnes en situation de handicap avec Céline Poulet. Elle est secrétaire générale du comité interministériel handicap qui porte les CNH et accompagne un travail global, un travail ambitieux d'évolution de l'offre autour de l'approche par les droits, autour d'une accessibilité renforcée. Nous l'écoutons tout de suite. Eh bien, bonjour et merci de nous accorder un entretien ici dans la bibliothèque, bibliothèque du ministère de la Santé pour éclairer ces enjeux de la transformation de l'offre, une transformation que le CIH accompagne à travers des chantiers ambitieux, chantiers de simplification, chantiers d'accessibilité, le suivi des 50 000 solutions, ces 15 000 solutions qui ont été déployées en cette année 2025. Et à travers l'ensemble de ces chantiers, l'ensemble des actions, vous affirmez, vous revendiquez une approche par les droits et une dimension que vous dites systémique de cette transformation-là. Qu'est-ce que vous entendez par là et en quoi c'est une dimension qui est essentielle? Cette approche par les droits, c'est tout simplement rappeler en fait qu'il y a un caractère universel, indivisible, indissociable, interdépendant de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et qu'il convient de garantir la pleine jouissance aux personnes en situation de handicap sans discrimination. Vous voyez, c'est cet enjeu-là qui est sur la table. Et donc c'est bien cette approche par les droits, en définitive, qui doit mener aujourd'hui, qui doit être la boussole de nos politiques publiques. Donc on voit bien qu'en définitive, on est sur une approche qui est une approche interministérielle, puisqu'elle concerne en définitive absolument tous les pans de la société. Et quand on se penche un peu sur la transformation de l'offre médico-sociale, on se pose la question, justement, souvent on nous pose la question, mais pourquoi on transforme? Tout simplement, c'est de réinterroger les droits fondamentaux là où sont certaines personnes en situation de handicap. Est-ce que ces droits fondamentaux sont respectés à l'intérieur, par exemple, des établissements médico-sociaux? Est-ce que la vie de ces personnes-là, elle est conforme, en définitive, à l'accès aux droits communs? Mais globalement, on s'aperçoit que la vie des personnes en situation de handicap est fortement institutionnalisée. C'est-à-dire qu'elles doivent obéir à des routines, à un mode de fonctionnement, et que souvent, en définitive, leur liberté fondamentale n'est pas forcément respectée du fait de la morphologie actuelle, en définitive, des établissements et services. Et donc, on a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui se sont saisis de ces questions-là, des acteurs associatifs, avec les personnes en situation de handicap, et je dis bien avec les personnes en situation de handicap, et qui se sont dit à un moment donné, il faut changer, il faut complètement considérer autrement la manière, en définitive, de nous accompagner et de s'accompagner, en fait, mutuellement. Donc, comment on change ? Et comment les politiques publiques accompagnent ce changement-là. Et ce changement-là, il ne peut pas être fait que par le prisme du médico-social. Ce n'est pas seulement le médico-social qui doit changer, c'est bien tous les pans de la société. Il nous faut sortir de cette approche que l'on a en France. Il faut véritablement qu'on aille sur l'approche sociale. Alors, c'est les orientations des conférences nationales du handicap. D'ailleurs, le président de la République l'a rappelé. Il faut aller vers une approche sociale basée sur la désinstitutionnalisation. Et c'est l'accessibilité sur laquelle il faut jouer. Plus les environnements sont accessibles, et plus les personnes peuvent vivre en société comme tout à chacun. Et c'est l'accessibilité qui est la clé d'une politique non discriminante. Et pour ça, on a besoin de tous les pans de la société. C'est-à-dire qu'on soit sur la petite enfance, les crèches, qu'on soit sur le périscolaire, qu'on soit dans l'école, qu'on soit dans l'emploi. Le médico-social ne peut pas le faire seul. Ça redéfinit comment le rôle et surtout les champs d'action des établissements médico-sociaux eux-mêmes, cette approche systémique, cette approche sociale? Ça redéfinit complètement la manière de réfléchir à l'accompagnement. Et vous savez, les professionnels le demandent aujourd'hui. Le demandent. Moi, je vais beaucoup dans les établissements et services et nous disent, mais donnez-nous les moyens de fonctionner différemment. Aujourd'hui, le all inclusive dans l'établissement, c'est-à-dire l'établissement où c'est à prendre ou à laisser, c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est extrêmement compliqué pour les personnes, mais c'est aussi compliqué pour les professionnels. Les professionnels, ils ont besoin aussi qu'on leur redonne en fait ce côté d'innovation, ce côté d'audace en définitive et surtout d'objectif. Et ce qui est intéressant sur ce qu'on cherche en fait à impulser, c'est repartir
du besoin en fait des personnes et surtout de ce que nous disent les personnes. Aujourd'hui, on ne prend pas le temps d'écouter ce que disent les personnes. Qu'est-ce qu'elles ont envie? Quels sont leurs choix? Est-ce qu'on leur a appris aussi à choisir, à identifier véritablement quel autre chemin que l'établissement? C'est un point d'interrogation. Et donc, c'est en définitive le fait pour les professionnels, c'est d'avoir toute cette attention auprès des personnes, cheminer ensemble, et à partir du moment où les personnes arrivent à se projeter aussi sur là où elles veulent vivre, quel accompagnement, est-ce que j'ai envie d'aller faire du sport? Et si je veux faire du sport, j'ai envie d'aller faire du sport avec d'autres personnes et pas forcément les personnes de l'établissement. À partir de là, eh bien, on reprend en définitive l'offre médico-sociale et on définit des prestations. Donc, on prend les prestations, on les redéfinit par domaine de vie, l'aide au soutien à la scolarisation, l'aide au soutien à l'emploi, mais aussi à la vie culturelle, à la vie bénévole, à la vie intime, affective et sexuelle, mais également tous les domaines de vie culturelle. Et ensuite, avec cette palette de prestations, on va regarder sur le territoire quelle est l'offre aussi de services du droit commun. Et c'est ça qui est intéressant dans l'offre de services coordonnés. Quand on dit une offre de services coordonnés, ce n'est pas qu'on se coordonne que le médico-social, vous voyez. Une offre de services coordonnés, c'est sur un territoire, en responsabilité populationnelle, on va chercher tous les dispositifs de droit commun, l'école de musique, la bibliothèque, l'école, pour avoir une palette, en définitive, d'offres qui va être accompagnée et soutenue par le médico-social. Et cette approche de prestation et cette approche de service coordonné, comment vous entendez le fait que certains la voient advenir avec une certaine crainte et avec une certaine crainte d'ubérisation? Alors le terme est un peu générique, mais tout d'un coup qu'on aille tout de même sur un système qui soit plus libéral que social. Oui. Non, mais je comprends parfaitement parce qu'à partir du moment où on commence à vous parler prestations, en définitive, ou services, on a l'impression qu'on va faire plein de petites prestations et que ça va être à la personne de coordonner. Voilà. Or, quand vous voyez comment fonctionne aujourd'hui, parce que ça existe aujourd'hui, les plateformes de services coordonnés existent sur le territoire, en France. En définitive, ce qui est extraordinaire dans une offre de services coordonnés, c'est qu'on peut l'ajuster. C'est-à-dire qu'on va être sur de l'intensif, et ça peut être de l'intensif pendant plusieurs années, mais aussi, par moment, c'est moins intensif. Donc c'est en définitive ajusté aux besoins de la personne. Et c'est surtout, moi je vais vous dire une chose, c'est extrêmement important, c'est que souvent la place rassure quand on dit « Ah bah oui, mais moi, je voudrais une place à l'intérieur d'un établissement » parce que ça rassure aussi les parents. Et donc la place rassure. Elle ne devrait pas rassurer. Parce qu'une place, c'est quoi derrière? Si votre enfant arrive à 20 ans dans un établissement et qu'il a un outil de communication adapté, on va en parler. Si les professionnels ne sont pas formés pour pouvoir parler avec votre enfant, ou si demain, en définitive, il y a un tel turnover dans l'établissement que votre enfant, on ne le connaisse plus, on ne sache plus ses aspirations, eh bien, ce n'est pas plus sécurisant une place qu'une plateforme de services coordonnés. Par contre, dans une plateforme de services coordonnés, ce qui est très important, c'est la coordination, c'est-à-dire que l'équipe est forte et elle est coordonnée autour d'un objectif. Et ce qu'il faut rajouter à ça, et ce qui est absolument essentiel, c'est tous les cercles de soutien informel. Moi, je le dis aux parents aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on fonctionne comme ça. En Allemagne, on fonctionne comme ça. Il y a des cercles de soutien informel, c'est-à-dire que tout ne repose pas sur la famille. Et ce soutien informel, ces aides aussi à la décision collective. On voit qu'on est en train, nous, de former aussi des nouveaux professionnels sur les métiers des facilitateurs, sur l'accompagnement par les pairs, PIRS. Eh bien, tout ça aussi, ça doit venir structurer une aide à la décision complémentaire des parents, complémentaire des personnes, et sur lequel on réinvestit l'expertise en fait, des personnes. Et ça, c'est important parce que quand on met en définitive tout ce process en place, on accepte en définitive le processus de désinstitutionnalisation qui est en cours. Et il y a en 2025 cette instruction sur la CA qui a été publiée. Qu'est-ce que vous en attendez et comment est-ce qu'elle peut permettre une meilleure participation des personnes concernées à cette transformation? La première brique de l'autodétermination, c'est d'avoir les moyens
de communiquer. Donc quand vous êtes une personne non oralisante, c'est de mettre en place de manière systématique une démarche et ensuite un outil de communication alternative amélioré, peu importe ce qu'il est. Mais une démarche, c'est-à-dire la démarche, c'est savoir comment la personne elle peut s'exprimer et ensuite mettre des outils. Cette instruction, elle est très importante parce qu'elle redonne en définitive comme mission aux professionnels des établissements médico-sociaux la mission d'accompagner l'expression des personnes. Mais ce n'est pas vrai seulement dans les établissements médico-sociaux. Et je tiens à le rappeler, c'est pour ça qu'il va y avoir des missions départementales, puisque c'est dans tous les pans de la vie. Éducation, justice, mais oui, police, parce que je partout. peux ne pas être accompagnée par des établissements médico-sociaux. Moi, je peux aussi, demain, être à domicile, mais je peux aussi, être à l'école, dans mon emploi. Je peux avoir besoin de ces outils de communication alternative améliorée, de ces démarches de communication alternative améliorée. Et donc, il faut que tous les pans de la société, aujourd'hui, soient à même de recevoir des personnes qui communiquent autrement, avec des moyens de communication autres. Merci en tous les cas de partager vos convictions, cette énergie qui est celle du CIH et puis cette ampleur justement dans la vision des choses et de cette transformation apportée. Merci à vous. On reprend tout de suite le fil de nos échanges.